Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue là, au webinaire sur le ver de terre, là, un allié indispensable là, à la biodiversité et en agriculture. Un webinaire qui est organisé dans le cadre de l'initiative L'agriculture complice de la biodiversité. Vous voyez d'ailleurs, là, juste à l'arrière de moi, là, les images du projet. C'est un projet qui a été élaboré là, par 4 fédérations régionales de l'UPA, soit celles de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la capitale nationale Côte-Nord et de la Gaspésie-des-Îles. L'un des objectifs du projet, c'est le transfert de connaissances au sujet de la biodiversité en milieu agricole. Et c'est pour ça qu'on reçoit ce soir là, Hélène Beaumont, qui est enseignante en agriculture là, au Cégep de Sherbrooke, mais également agronome, qui s'est vraiment développé une expertise super intéressante en vers de terre, la place qu'il occupe dans le milieu agricole, et aussi comment favoriser là, sa venue là, et son maintien, là, une belle population en santé là, au niveau agricole. Donc, elle va nous en parler plus amplement là, dans quelques secondes. Juste avant de lui passer la parole, je souhaite mentionner que ce projet a été financé, oui, par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Donc, voilà, je vais simplement là, euh, passer la parole à Hélène. Donc, vas-y, Hélène, c'est à toi. Bon, ben, bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Je vois des noms, je reconnais des noms dans la liste, c'est le fun. L'Estrie est un peu présente dans votre Gaspésie ce soir, en tout cas du moins. Donc, ben, je me présente, c'est ça, mon nom est Hélène Beaumont, je suis agronome, je suis enseignante au Cégep de Sherbrooke à la technique GTEA, donc Gestion Technologie d'entreprise agricole. Et je travaille aussi, une partie de ma tâche est consacrée là, comme chargée de projet sur le développement de l'agriculture régénératrice de la ferme école du CIARC, là, du Centre régional agricole de la région de Quaticook. Donc, fait que c'est ça mon rôle dans la vie. Et je suis d'abord passionnée des vers de terre. Fait que ce soir, vous allez en apprendre davantage. J'aurais aimé ça peut-être savoir qui est dans la salle, si c'est plus des producteurs, peut-être que toi, Gabriel, tu les connais un peu, des producteurs de quoi? Ça me donne toujours un peu le ton de qui est là. Oui, ben en fait, on a quand même là, une belle brochette là, de producteurs là, diversifiés. On a un producteur de céréales, on a une productrice de petits fruits, Camerise en particulier, un pomiculteur, un producteur de bovins, vraisemblablement 2 producteurs de bovins. Là, j'identifie pas tout le monde exactement, et un troisième producteur de bovins qui est aussi un double chapeau là, en tant que conseiller au MAPAC. Voilà. OK, parfait, c'est fun. Parfait. Donc, là, je peux activer dans le fond ma présentation, si je comprends bien. Fait que, dans le fond, je ne sais pas pour vous, c'est quoi votre conception du sol, mais en fait, le sol, on s'en sert beaucoup pour construire des étables, des maisons, des villes, des villages. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on voit. Si je fais activer mon petit vidéo, vous allez voir un ver de terre, c'est un gros lombricus terrestris qui circule à la surface d'un sol. Normalement, les vers de terre, on ne les voit pas. Puis on a, en général, comme on ne les voit pas, on a tendance à les négliger. Fait que, et pourtant, on sait combien ils sont importants dans nos sols agricoles. On sait, vous allez en apprendre davantage ce soir, mais on ne sait pas nécessairement comment ils se reproduisent, c'est quoi leur rôle dans notre système agricole, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour favoriser là, leur développement. Donc, en agriculture, on connaît beaucoup de choses, on connaît bien nos machineries, on connaît bien nos cultures, on marche nos champs, on va regarder aussi tout ce qui est insectes nuisibles, phytoprotection. Mais quand on a fini de faire le tour de la roue, qu'on a acheté nos grains, on a travaillé nos sols, on a semé, on a récolté, je vous ai parlé de quelques minutes, puis finalement, on n'a jamais été dans le sol. Fait que ce soir, je vous invite à faire un voyage en profondeur des sols et écouter la symphonie des sols. Fait qu'effectivement, depuis avril dernier, le Cégep, dans le cadre d'un petit projet de biodiversité, on s'est procuré un appareil acoustique qui nous permet d'écouter le son du sol. Fait que d'entrée de jeu, je vous ferai d'abord écouter le son de mouvement de vers de terre. Cet enregistrement-là a été fait là, dans un sol où on savait qu'il y avait des vers de terre.
Fait que je vais partir ma petite bande acoustique. Alors voilà, donc ça nous permet dans le fond de se projeter un peu dans un sol. Et ça, c'est vraiment le mouvement des vers de terre dans un endroit où il y avait vraiment beaucoup de vers de terre. Donc, fait que si je vous emmène un petit peu, je vais passer ça. Si je vous informe un petit peu plus là, sur les vers de terre, en fait, au Québec, on a 21 espèces qui est pas indigène au Québec. C'est vraiment des espèces qui ont été importées par la colonisation française. Donc, au Québec, on a surtout des vers qui proviennent des, de la Bretagne, en fait. C'est des bateaux qui arrivaient de la Bretagne. Et en Ontario, c'est plus des bateaux qui arrivaient de l'Angleterre. Donc, au départ, là, les espèces se sont un peu divisées comme ça. Fait qu'au Québec, on a vraiment 21 espèces. C'est ça, c'est des espèces qui ne sont pas indigènes. Dans le monde, on parle à peu près 4000 espèces de vers de terre dans le monde et les vers représentent à peu près 70% de la biomasse, y compris les hommes. Donc, ils ont une importance vraiment très importante qu'on va voir tantôt. Là, j'ai fait un petit calcul d'une balance là, des sols qui pourraient être représentatifs des sols de l'Estrie. Donc, voilà. Donc, on a 21 espèces ici au Québec. Maintenant, pour la reproduction, en fait, les vers de terre vont se rencontrer, ils vont s'accoupler ce qu'on appelle tête bêche. Donc, là, vous voyez ici, là je ne sais pas, je peux-tu prendre un marqueur? Peut-être pas, mais en tout cas, vous voyez qu'à droite, complètement à droite et complètement à gauche, en fait, là, c'est à la queue du ver de terre qui est pris dans le sol. Puis ce qu'on voit au centre de mon écran, ben, c'est vraiment la tête de l'un et la tête de l'autre. Fait que, dans le fond, ils vont s'accoupler par la tête, si on veut. Là, ils vont se coller la partie supérieure de leur corps, tête bêche, et là, ils vont s'échanger de la spermathèque à l'oviduc, tout ce qu'ils ont besoin pour la formation des vermisseaux. Donc, après ce moment-là, qui dure entre 5 et 45 minutes, ben, après, ils vont se quitter et ils vont aller chacun de leur côté pondre des cocons. Fait que comment ça fonctionne la ponte des cocons? Ben, vous avez remarqué sur un ver de terre qu'on a toujours une partie qui est renflée, qui est plus, qui est pas la même couleur que le reste du corps. Fait que quand on voit cette partie-là sur un ver de terre, ça signifie que le ver est adulte parce que cet appareil-là, dans le fond, ça s'appelle le clitellum et c'est seulement sur les vers adultes qu'on va le voir. Fait que si des fois vous trouvez un petit ver qui n'a pas de clitellum, c'est peut-être un ver d'une espèce qui est très grosse, mais qui n'est pas encore adulte. Donc, c'est vraiment, ça nous permet de qualifier si le ver de terre est adulte ou pas. Donc, comment ça marche pour la reproduction? En fait, à partir du moment où ils se sont accouplés et ils se sont quittés, cette bague-là qu'on a à l'écran, dans le fond, va créer un genre de mucus et le ver va reculer. Et en reculant, ben, dans la bague de mucus, il va laisser tomber là, tout ce qu'il a besoin pour la création des vermisseaux. Donc, et là, quand que la bague arrive au bout de la tête, ben, elle va se fermer, puis elle va créer un cocon. Fait que voici les cocons. Donc, à droite, là, en bas, qui est plus pâle, c'est un cocon plus qui est pâle, plus qui vient d'être pondu, en fait. Puis quand plus ça va, plus il devient foncé. Puis là, ben, le vermisseau sort de ce cocon-là. Fait qu'à gauche, c'est un cocon on voit le vermisseau qui est quand même déjà prêt le vermisseau est prêt à sortir. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant là-dessus. Ça va? Ah, moi, j'en ai une, définitivement. Est-ce que c'est un cocon, un vermisseau, ou il y a plusieurs vermisseaux par cocon? C'est une excellente question. Ça dépend des espèces, en fait. Fait que, il y a des espèces qui vont avoir plusieurs vermisseaux par cocon, puis il y a des espèces qui vont en avoir peu.
Donc, j'arrive bientôt à la prochaine diapo, j'arrive aux espèces, fait que ça va vous permettre de comprendre que c'est ça, il y a des espèces qui sont beaucoup plus sensibles à la prédation, c'est-à-dire qu'ils vivent en surface, puis ils vont se faire manger par les taupes, les, les, les oiseaux. Donc, eux autres, ils vont se reproduire beaucoup, beaucoup plus rapidement que les vers qui vivent plus profondément dans le sol. Dans le fond, on a trois grandes catégories de vers de terre. On a les épigées qui représentent juste 5 de la biomasse. Eux autres, ils vivent vraiment en surface. Les épigées, c'est ceux qu'on retrouve des fois dans les bouses de vache, dans les tas de fumier. Ce sont des petits vers. Parfois, ils sont il y a des espèces, il y a deux espèces dans le fond d'épigées, là. Puis ils sont des fois, ils ont la queue est un peu rayée, la partie inférieure est un peu plus tigrée, je dirais. Puis, c'est ça, ces vers-là, dans le fond, ils vivent à la surface du sol. Puis, ils sont très, très susceptibles à la prédation parce qu'ils se tiennent dans la matière organique qui est vraiment très fraîche. Fait que, tu sais, s'il y a une taupe, un oiseau, ben, ils sont faciles à voir. Et ils sont souvent très bruns, ceux-là teintés de la même couleur que le sol pour se camoufler, en fait. Et c'est ces vers-là aussi qu'on utilise pour le lombricompostage. Donc, c'est des vers qui vivent souvent à des températures plus élevées, là, donc qui sont bien dans des températures de 20 degrés. Fait en sol agricole, on ne les voit pas tant que ça. Je vous parlerai plus tard là, de l'activité d'identification des vers de terre que j'ai faite dans ma région. Et des épigées, on n'en retrouve pas beaucoup. Là. Ensuite de ça, on a les endogés. Les endogés qui vont être dans les... Eux autres, ils vont vivre vraiment dans la rhizosphère, c'est-à-dire dans la zone où il y a vraiment des racines. Puis, mettons, ils sont là dans les 8-10 pouces là, de la surface. Puis, eux autres, ils vont faire des galeries qui sont vraiment latérales. Fait qu'ils vont se promener plus de façon latérale, c'est-à-dire de gauche à droite dans le sol. Ils sortent à peu près pas. Il y a certains que oui, mais les endogés, ils vont faire leurs excréments aussi dans le sol. Il y en a qui viennent un petit peu à la surface, mais en général, c'est des vers qui restent vraiment dans le sol puis qui vont se promener de droite à gauche. Et c'est des vers qui sont souvent peu colorés. Donc, je ne sais pas si vous remarquez des fois, mais quand il y a des grosses pluies, puis que là, on trouve plein de vers de terre, mettons, sur le bord des trottoirs, ou, puis ils sont rose pâle, ben oui, ils sont peut-être rose pâle parce qu'ils sont un peu asphyxiés par l'eau, mais ils sont aussi de couleur très pâle dans le sol. Ensuite de ça, on a les anéciques. Donc, les anéciques, c'est, vous connaissez le gros Lombricus terrestris, là, qu'on connaît tous là, parce qu'on en voit dans notre jardin. Donc, c'est vraiment le gros ver qu'on voit assez régulièrement. Donc, lui, la particularité des anéciques, c'est qu'ils vont se promener à la verticale et ils vont faire ce qu'on appelle communément des cabanes. Ça peut être, on peut les appeler ça aussi des petits amas ou en tout cas, dans la littérature, il y a toutes sortes de termes d'utiliser. En anglais, on parle des middens. Donc, ils vont faire des cabanes, donc ils vont aller chercher des déchets organiques autour de leur tunnel et ils vont aller caper leur tunnel avec des déchets organiques. Fait que des déchets organiques, ça peut être des feuilles, tout ce qui est mort, en fait, ils vont aller faire ça. Des fois, ça peut être aussi des petits amas de turicules de leur propre fumier. Dans le fond, ils vont faire un amas avec ça. Ça peut être des fois même de la gravelle. Ils vont aller suctionner de la gravelle avec leur bouche, puis ils vont se faire des petits amas. Des fois, vous pouvez remarquer, des fois, dans des sentiers dans la cour, là, entre des fois la maison puis le garage, il y a des petits amas comme ça, puis on les défait parce qu'on circule le jour, puis le soir, le lendemain, on revient, puis les petits amas sont refaits. Donc, eux autres, ce qui est intéressant, les anéciques, c'est qu'ils vont faire ils vont faire des tunnels à la verticale, puis ils vont se faire des logettes, comme vous voyez sur mon image. Là, on a juste un niveau, mais ils peuvent se faire des logettes à différents niveaux dans le sol. Puis, dans le fond, ça leur permet d'aller déposer leur cocon à différentes hauteurs dans le sol selon les conditions qu'ils ont besoin pour leur cocon. Donc, le ver de terre n'est pas si loin que ça de la poule, là, dans le sens qu'il y a un gésier, puis il s'occupe aussi de ses cocons, il va les déplacer comme la poule s'occupe un peu de ses œufs.
Donc, fait que voilà, fait que 3 grandes catégories. Fait que tantôt, Gabriel, il me demandait est-ce que c'est un vermisseau par cocon, mais ça dépend des catégories. Fait que les épigés, eux autres, ils vont avoir, moi j'en ai élevé des épigés là, en élevage, là. Puis dans le fond, ils peuvent avoir ils peuvent avoir plusieurs vermisseaux par cocon. Eux autres, ils sont généralement, là, ces deux espèces-là, là, au rough, là, sont à peu près adultes à 52 jours. Donc, à 52 jours, ils sont adultes, sont à maturité sexuelle, ils vont se reproduire, puis c'est 3 semaines la, la croissance des vermisseaux dans les cocons. Fait que, tu sais, ils vont pouvoir avoir plusieurs générations par année. C'est pour ça qu'on les utilise pour le lombricompostage, parce qu'ils mangent rapidement, ils se reproduisent beaucoup, puis ils mangent rapidement les déchets. Puis là, ben, c'est sûr que si on parle de l'anécie, le gros lombricus terrestris, c'est 363 jours sa maturité sexuelle. Donc, lui, c'est vraiment presque 1 an avant qu'il se reproduise. Fait que ça fait en sorte que, dans le fond, puis il fait peu de vermisseaux par cocon. Fait que, tu sais, quand on abîme un gros anécique, là, c'est quand même dommage parce que on détruit, c'est lent, sa croissance est lente. Maintenant, ben ça, c'est un exemple de logette, là. Donc, ça, c'est quand en faisant des profils de sol, à un moment donné, j'ai cassé une motte. Puis, on voit vraiment les racines qui circulent. Il est allé se mettre des résidus là-dedans. Puis, fait qu'on voit que le sol autour, c'est pas vraiment un sol qui est en super santé, là. On voit qu'il y a des ramures il y a de la rouille un peu dans le sol, donc il y a un manque d'oxygène là. Puis, dans le fond, c'est ça. On voit quand même que le ver de terre, il travaille. C'est un sol qui était très dur, mais lui, il travaille. Puis surtout, les anéciques, ils ont vraiment une force de fouissage. Ils sont très, très musclés du devant du corps, là. Donc, ça leur permet de manger, dans le fond, rejeter les déchets puis creuser leur galerie comme ils souhaitent. Est-ce qu'il y a des questions à date? Là, ça me rappelle l'enseignement à distance en 2020, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Ensuite de ça, dans le fond, je vous parlais tantôt des cabanes. Ben, je vais vous montrer certains exemples de cabanes pour vous permettre, dans le fond, d'essayer de les observer chez vous. Puis même à ce temps-ci, là, vous pouvez facilement observer ça. Là. Ben, le soya peut-être un peu moins. Là, si vous avez des vers pas mal actifs, ils ont probablement fait le ménage pas mal du soya, mais vous êtes quand même capable de voir là, différents types de cabanes, ne serait-ce que des cabanes, des fois juste avec des résidus des amottes de sol ou de petits cailloux ou même de leur propre fumier, là, ce qu'on appelle des turicules. Donc, fait ici, c'est un exemple de cabane qui était dans le soya. Fait que ma photo à gauche, là, on voit que tout est ramassé en petites boules bien placées. Puis à droite, ben, j'ai décapé dans le fond, j'ai enlevé la cabane. Puis là, ben, on voit le tunnel en dessous. Ensuite, dans la cabane dans le maïs, bien évidemment, ce pas les mêmes résidus. Donc, ce qu'on voit là, c'est que ce sont des résidus de maïs. Puis, on voit autour quand même, là, si vous regardez autour de la cabane, on voit quand même là, des turicules, des petits amas des petits agrégats très, très ronds. Mais ça, c'est du fumier de ver de terre, là, surtout en haut, là, à droite de la petite mini parcelle de mousse, là, on voit très bien là, des turicules de ver de terre. Fait que ça, quand on commence à avoir l'œil, là, on les voit tout le temps. C'est facile à observer. Fait que même chose, à droite, j'ai enlevé la cabane, puis on voit là, maintenant le tunnel de ver de terre. Fait que dans le maïs, souvent, quand vous regardez, là, quand la saison est passablement avancée, les dernières feuilles de maïs, c'est elles qui meurent en premier. Puis des fois, quand on regarde dans une allée de maïs, on voit vraiment là, les feuilles de maïs qui ont été tirées vers le sol. Ben, c'est des vers de terre qui sont venus les chercher et qui rentrent dans leur tunnel. Fait que quand on tire sur la feuille, là, elle s'effrite toute au complet. Puis, dans le fond, c'est qu'ils ont mangé la feuille de maïs. Puis, les vers de terre mangent seulement de la matière morte. Ils ne mangent pas de la matière vivante. Les chenilles, ils vont manger de la matière vivante pour aller récupérer l'azote.
mais les vers de terre vont toujours attendre que la matière soit ramollie par les micro-organismes, donc ils mangent la matière morte avant de s'y attaquer. Fait que dans le fond, ils mangent du manger mou, fait qu'ils attendent que les micro-organismes aillent travailler avant de pouvoir les consommer. Donc, Hélène, si je comprends bien, ça veut dire que les vers de terre sont des décomposeurs de la matière organique sur la surface, pas juste dans le sol. Oui, ben, les anéciques, ils vont aller chercher les affaires, leur nourriture à la surface du sol. Fait que tantôt, je parlais de l'importance de leur laisser à manger sur la table. Là. Ben, en fait, ils ont besoin de matière à la surface du sol. Tandis que les endogés, eux autres, ils vont manger, ils vont récupérer la matière organique un peu des anéciques qui descendent. Puis les vers de terre, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du lombrimixage. Ils vont vraiment manger de la matière minérale du sol, puis de la matière organique, puis ils vont la lier étroitement dans leur gésier, puis ils vont la rejeter à la fin de. Donc, ça fait un fumier qui est très, très stable. Donc, quand on a du fumier de vers de terre à la surface du sol, puis qu'il pleut là-dessus, la turicule, là, le petit amas de fumier de vers de terre, c'est très, très stable. Quand il pleut, ça ne s'effrite pas comme du sol. C'est très, très collé, en fait. Là. Fait que, euh, fait que voilà pour les cabanes dans le maïs. Ben là, je lis mon exemple. Si vous regardez ma photo de gauche, en fait, vous voyez toutes les feuilles qui sont vraiment étirées, là. Fait que ça, c'est les vers qui sont allés la suctionner puis qui sont allés la tirer dans leur tunnel. Fait que qu'est-ce qu'ils font en fait pour. Il y a toutes sortes de petites vidéos sur YouTube. Là, j'ai essayé de vous en intégrer un tantôt, que j'ai pas été capable de bien faire le transfert, mais en fond, ce qu'ils font, c'est que quand ils vont sortir de leur tunnel, ça, je parle toujours des anéciques, c'est les seuls qui font ce genre de travail-là. Fait que quand ils vont sortir de leur tunnel, ils vont glisser sur la feuille, puis là, ils vont suctionner, puis là, ils vont tirer vraiment, puis souvent, ils vont tirer en tournant dans le sol dans leur tunnel. Fait qu'ils ils vont tirer en tournant, puis ils vont rentrer leurs déchets comme ça. Si vous voyez sur la photo de droite, ben, c'est vraiment 3 feuilles de maïs qui ont étiré. Puis là, il y a plein d'autres résidus qui ont été apportés là, par les vers de terre pour se faire un tunnel. Puis si vous voyez vraiment, je viens de remarquer, là, sur ma photo de droite, en bas complètement, à gauche, on voit vraiment là, un amas, un petit amas. Là, ça, c'est une turicule. En fond, ça, c'est du fumier de vers de terre. Puis eux autres, le ver de terre, ils vident leur corps au complet au moins une fois par jour. Là. Fait que, tu sais, là, lui, il est venu à la surface, puis il a vidé complètement son intestin. Ça fait des turicules. C'est pour ça que quand on se promène tôt le matin, ben, on voit toutes les petites turicules à la surface du sol. Fait qu'on voit, celle-là, on la voit bien, mais si vous observez bien sur ma photo, là, à droite aussi, on en voit là, qui ont un peu séché là, par la condition du jour. Là. Fait que, et ça, c'était dans le canola. Fait que ça, c'est un lendemain de battage de canola. Donc, vous voyez vraiment toutes les petites cabanes. Fait que dans une nuit, ils avaient toutes fait les petites cabanes pour boucher leur tunnel. Fait que, puis là, ils vont descendre des déchets tranquillement, des résidus, puis ils vont les mélanger avec. Ils vont les consommer avec aussi un mélange de sol là, minéral. Alors là, voici mon super beau calcul que j'ai pris. Donc, j'ai pris, ça fait déjà quelques années que j'ai fait ça, ce calcul-là, mais la proportion est toujours aussi bonne. Là. En fait, ça, c'est vraiment un calcul que j'ai fait à partir de l'Estrie. Donc, j'avais supposé que tous les sols en Estrie étaient en bonne santé. J'avais supposé aussi que, mettons, un producteur pesait 150 livres. Puis là, quand j'ai fait mon calcul, puis j'ai calculé aussi la quantité de vers de terre, parce que quand on calcule la quantité de vers de terre, si on a 25 tunnels au mètre carré, ça nous donne 2-3 millions. Si on extrapole, ça nous donne 2-3 millions de vers à l'hectare. Parce qu'à chaque fois qu'on a un tunnel, on a 25 vers de d'autres espèces qui vont vivre autour. Fait que quand on extrapole ça, ben, ça nous donne 2-3 millions de vers à l'hectare. Fait que là, tu sais, pensez-y chez vous, là, sur 2 heures et demie, là, si on est plus habitué à jaser de même, là, ben, sur 2 heures et demie, là, ça veut dire que vous avez 2-3 millions de vers qui sont en dessous de vos pieds puis qui travaillent. Là.
Donc, qui font du drainage, qui rejettent de la fertilisation, qui lient votre matière organique à votre matière minérale. Donc, tout ça, c'est tous des petits employés qu'on ne paye pas puis qui nous apportent beaucoup. Fait que dans le fond, ce que je voulais démontrer avec ma balance, c'est que dans le fond, les humains, on n'a pas de poids par rapport au ver de terre. Fait que ça, c'est un calcul de l'Estrie. Au début, j'avais fait mon calcul avec un producteur à 150 livres. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, c'est pas bien pesant. Un producteur par ferme, 150 livres. Fait que là, je pense que j'en ai mis deux. Puis après ça, j'avais mis un tracteur. Fait que là, ça... En tout cas, tout ça pour dire que finalement, on avait à peu près 124 tonnes de producteurs et de tracteurs en Estrie. Puis on avait l'équivalent de sur ces mêmes superficies-là de 6330 tonnes de vers de terre. Fait que s'ils sortaient tout d'un coup, là, on ferait vraiment un saut parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, très importants. On ne les voit pas, mais ils ont une importance capitale dans notre agriculture. Fait que c'est une immense biodiversité qu'on a, qu'on n'a pas tout le temps tendance à les observer puis à changer des fois nos méthodes culturelles pour les protéger. Mais bref, ils sont super importants. Fait que ça, c'est vraiment une turricule. Là. Ça, c'est vraiment un ver de terre qui a vidé son intestin. Fait qu'on voit très bien là, le tourbillon de la dentelle du turricule. Et plus que le turricule, le petit tourbillon, il est petit, bien, ça veut dire que c'est un plus petit intestin, donc un plus petit ver. Aviez-vous des questions jusqu'à maintenant? Ça va bien. Donc, justement, le turricule, ici, dans le fond, c'est juste pour vous montrer que, dans le fond, il y a beaucoup d'azote assimilable dans du fumier de ver de terre. Et le phosphore aussi, il est vraiment en grande quantité. Fait que le phosphore, on en a besoin pour la germination. Donc, si on a des vers de terre chez nous, ben, on a du phosphore qui est disponible, puis l'azote aussi est très disponible. Donc, puis évidemment, les vers, ils vont garder un pH un peu plus neutre et ce, dans tout le profil de sol parce qu'ils vont prendre des particules de calcium à la surface puis ils vont descendre ça dans notre profil de sol. Fait que il n'y a pas, il y a pas une machinerie, il n'y a pas rien d'autre qu'un ver de terre qui peut descendre de la chaux dans le sol, à part quand on fait des très gros correctifs puis qu'on fait du sous-solage, puis là, on en profite pour mettre de la chaux puis descendre ça profondément avec le sous-solage, mais le sous-solage, en principe, on ne devrait pas faire ça très souvent. C'est une opération à cœur ouvert pour un sol, fait que c'est quand même une opération délicate. Donc, le ver de terre, lui, ben, il va voyager constamment, il va manger, rejeter, puis là, ça fait en sorte que notre profil de sol peut être chaulé plus en profondeur. Maintenant, dans le fond, je vais vous parler un peu de l'importance des galeries. Fait d'entrée de jeu, je vous disais tantôt, venez-vous-en avec moi, on va descendre dans un voyage dans les profondeurs des sols. Bien là, je vous rapetisse tous. Et supposons qu'on rentre vraiment, on se rapetisse, puis qu'on rentre dans un tunnel de ver de terre. Bien, dans le fond, vous voyez dans mon image de gauche que les gros tunnels des anéciques, puis vous voyez les tunnels à l'horizontale des endogés. Donc, si on commençait à se promener là-dedans, toute la gang, avec nos lampes frontales, bien, c'est sûr qu'on finirait par se croiser, puis on se saluerait, puis on serait bien content d'être dans le sol. Mais ce que je veux surtout vous faire remarquer, c'est que, dans le fond, dans 1 mètre cube de terre, il y a 500 mètres de galeries qui sont creusées par les vers de terre. Fait que c'est énorme. Fait que 500 mètres de galeries, ben, ramenez-la à l'hectare, ça fait quand même des kilomètres de marche qu'on pourrait faire. Fait que c'est un laboratoire exceptionnel. Et comme il fait des trous, ben c'est sûr que ça nous amène de l'air dans notre sol. Ça nous amène des canaux préférentiels pour les racines. Les racines, ce sont des organismes qui sont paresseux. Donc, s'ils peuvent rentrer dans des tunnels qui sont déjà faits, ça va être parfait pour elles. Et c'est aussi un système de drainage qui est vraiment pas banal, là. Donc, tu sais, dans le fond, si on ramène, tantôt je vous parlais de 25 tunnels au mètre carré, ben, 25 tunnels au mètre carré, là, c'est pas loin d'un drain de douche, là, au mètre carré, là. Fait qu'un drain de douche au mètre carré, ça draine de l'eau, là. Fait que vous avez sûrement remarqué que l'eau, maintenant, elle arrive d'une shot, puis il en tombe beaucoup.
Ben, cette gestion d'eau de surface-là, il n'y a pas meilleur que les vers de terre pour faire cette job. Donc, je vous parlais tantôt des populations, donc 25 tunnels au mètre carré, ça représente des populations de 2-3 millions de vers à l'hectare. Fait que quand on a ça, ben, on peut jaser, on peut jaser en disant que c'est un sol en santé. Surtout pour ce qui est des endogés. Les anéciques, eux autres, qui sont capables de faire des tunnels dans des conditions quand même. Vous avez vu tantôt là, ma photo avec les petites, voyons, les petites logettes, là. Mais ça, c'était pas nécessairement un sol en santé dans ce cas-là, mais c'était quand même très profond quand on a trouvé, c'était quand on faisait du drainage, on était quand même à plusieurs pieds dans le sol quand on a trouvé ça. Donc, tu sais, ça nous permet quand même de, quand on a des, euh, des vers à cette quantité-là, on peut qualifier que notre sol est quand même en santé. Donc, qu'est-ce qui arrive si mon champ il est rempli de vers de terre? Ben, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une meilleure infiltration d'eau. Fait que comme on a vu tantôt sur mon image, tu sais, on a des galeries à la verticale, on a des galeries à l'horizontale. C'est sûr que quand on a un coup d'eau, ben, pensez à mon exemple de drain de douche, l'eau, elle arrive, ça rentre premièrement dans les tunnels des anéciques, puis après ça, souvent dans les galeries des endogés, puis le sol se ressuit facilement. Fait qu'un tunnel d'anécique, là, ça peut descendre jusqu'à 8-9 pieds dans le sol. Là. Quand on fait des profils de sol, on en voit très, très profondément. Quand on décape notre paroi, quand on fait des profils avec notre couteau, des fois, l'eau va gicler parce qu'on vient de dégager un tunnel de vers de terre. Fait que l'eau va couler très, très parfaitement là-dedans. Puis comme l'anécique, lui, dans le fond, il va grandir, c'est son tunnel à lui, et il va grandir constamment dans ce même tunnel-là. Donc, il va taper la paroi au courant de sa croissance. Puis, un gros anécique, là, ça peut vivre 7 ans, 7-8 ans. Là. Fait que, il va compacter, dans le fond, la paroi. Ça devient vraiment très cimenté. Là. Si vous avez l'occasion de m'emmener de faire un profil de sol, casser un tunnel, rentrer votre couteau là-dessus, ça devient très, très cimenté. Fait que l'eau circule très bien là-dedans sans défaire le tunnel. Fait qu'évidemment, si on a des galeries, ça nous offre une meilleure aération du sol. Puis on voit parfois, je ne sais pas si j'ai des photos comme ça dans cette présentation-là, mais on voit parfois là, des racines qui se sont vraiment collées à la paroi du tunnel, puis le ver de terre, il circule à l'intérieur du bas de nylon de racine, si on veut. Là. Fait que lui, il circule là-dedans. La racine, elle, est parfaitement bien nourrie par le mucus du ver de terre qui fournit full azote à petite dose tout le temps. Fait que dans le fond, la racine est super bien là, dans un tunnel de ver de terre. Fait que ça, vous remarquez ça, c'est très facile à voir là, dans les cas des. Je prends l'exemple des radis ou des moutardes. Là, souvent, on va voir justement ce genre de bas de nylon-là, là, bien tissé là, à côté sur le tunnel du ver de terre. Le pH stabilisé, ben, je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Dans le fond, quand on met du calcium à la surface, pas meilleure machine que le ver de terre pour venir ramasser le calcium puis le descendre profondément dans le sol. Donc, ça fait en sorte que tout notre profil de sol vient avoir un pH plus stabilisé. Améliore la structure de sol, bien, comme je vous ai parlé, il y a plusieurs façons de le voir. Là. Dans le fond, quand le ver de terre mange de la matière minérale avec la matière organique qui lombrimixe ça et qui rejette ça, une turricule de ver de terre, c'est très stable. Donc, il peut pleuvoir là-dessus, puis ça ne se défera pas beaucoup. Ça a une stabilité structurale fort intéressante. Puis il y a aussi le fait que ben, les turicules, si on a plein de petites montagnes dans notre champ de petits fumiers, ben, l'eau qui descend d'une pente, par exemple, puis qui frappe ces petites montagnes-là, ben, nécessairement, l'eau est freine. Donc, et améliore la structure du sol, ben, c'est aussi que le ver de terre rejette régulièrement du mucus. Et le mucus, dans le fond, c'est une colle. Donc, quand les agrégats tournent autour du mucus, ben, ça se fait des agrégats plus ronds, c'est plus stable.
Une bonne gestion de la matière organique, ben, je vous parlais qu'il consomme la matière organique, il la lie avec le sol, quand l'en liant, elle devient plus stable. Évidemment, ça stimule la croissance des plantes. Vous avez vu tantôt la valeur de l'azote, du phosphore dans une turicule de vers de terre, donc c'est quand même intéressant comme apport. Ça encourage la prolifération des micro-organismes bénéfiques. Donc, tu sais, autour d'un tunnel de vers de terre, je pense dans la littérature, on parle de 80% des organismes bénéfiques s'y tiennent parce que justement le verre circule puis les micro-organismes se développent autour du tunnel. Diminution d'érosion, j'en ai parlé un petit peu tantôt, en fait, soit par le fait qu'il y a des turicules à surface qui sont très stables, ou soit simplement par les tunnels de vers de terre. Donc, quand l'eau arrive et elle pogne un tunnel de vers de terre, ben, elle ne se remonte pas à la fin de la côte avec plein de sédiments qu'elle a traînés et qu'elle a rempli un fossé avec tout ça. Et ça diminue les zones de compaction, mais je vous ai parlé aussi que le devant du ver de terre était très, très musclé dans le cas des anéciques, entre autres, parce qu'eux autres, ils creusent vraiment des gros tunnels. Fait que, évidemment, ça diminue aussi les zones de compaction. Donc, voilà les impacts sur la santé du sol. Comment faire pour en avoir des vers de terre chez nous? Ben, en fait, je fais toujours un peu la blague, puis la terre de chez nous l'a bien repris dans un article qui a paru pas la semaine dernière, dans le fond, dans la terre de chez nous. Je fais tout le temps la joke en me disant que les vers de terre, c'est un peu comme des ados. Il faut leur laisser de la bouffe en surface, il faut leur mettre un toit, puis il ne faut pas trop les déranger. Là. Je dis ça, mais je trouve vraiment qu'on a des beaux jeunes puis qui sont fort agréables à leur enseigner. Donc, la nourriture en surface, en fait, c'est de leur laisser, leur donner des cultures intercalaires. Donc, plus on va donner de la matière organique à manger, ben, eux autres, s'ils ont quoi dans le frigo, ben, ils vont manger. T'sais. Fait que, ensuite, leur laisser un toit, c'est leur laisser des résidus. Donc, quand on est capable de leur laisser des résidus de culture, ben, les autres, ils sont capables de se faire de caper leur tunnel avec ces résidus-là. Et dans le fond, ça les protège. Puis aussi, les endogés, ils vont utiliser aussi là, ces résidus-là. Puis ne pas trop les déranger, mais ce que ça veut dire, c'est que si on fait des travaux de sol de semi-direct, bien, c'est sûr que ça favorise plus les populations que dans le cas des labours où vraiment on les dérange beaucoup. Donc, plus qu'on travaille notre sol, bien, plus qu'on affecte, dans le fond, les populations. Donc, voilà, fait que c'est vraiment une belle ressource qu'on devrait conserver. Fait que, tu sais, j'avais quelques petites statistiques, là, dans le fond, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Dans le fond, quand on a une population avec du travail de labour, qui est vraiment du labour régulièrement, ben, on a 180 kilos à l'hectare de verre, puis quand on est en semi-direct, on parle de 1500 kilos à l'hectare de verre. Fait que c'est vraiment énorme la différence. Puis après 5 ans en semi-direct, on va avoir 8 fois plus de vers de terre que si on était en labo. Fait que c'est quand même. C'est sûr que les vers de terre, on les coupe. Les endogés, il y a une certaine partie des endogés, dans le fond, qui sont juste flippés quand on fait un labo, mais il reste qu'il y a quand même des galeries qui sont affectées, puis les gros anéciques sont davantage affectés. Fait que voilà ben, j'arrêterai là, peut-être répondre à vos questions. Le reste, en fait, ça va. Je vais juste vous parler là, de certains autres types de vers de terre qu'on ne veut pas tant que ça chez nous. Fait que si vous avez des questions, ça me fait plaisir de compléter. Merci, Oui, Hélène. Oui, ouais, allez-y. Tommy, j'aurais une question. C'est quoi l'effet de soit l'excès d'eau ou de sécheresse dans l'été sur la santé des vers de terre? En fait, eux autres, là, il y a des particularités dans toutes les espèces. Là, je ne vais peut-être pas aller jusque-là, là, mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand il fait trop chaud, ils vont tomber en estivation, c'est-à-dire qu'ils vont descendre ils vont descendre dans le sol,
Puis les anéciques, eux autres, ils vont rentrer dans leur logette, ils vont s'enrouler sur eux-mêmes, puis ils vont ralentir leur rythme. Fait que, tu sais, l'été, là, quand on fait des profils de sol, là, des fois, on va trouver des vers de terre qui sont tous enroulés. Vraiment, ils font des nœuds avec leur corps, là. Puis ils sont dans leur petite logette ronde, puis ils sont là, il fait trop chaud, puis ils restent là. Puis à l'automne, à l'hiver, c'est un peu ça qui se passe aussi, mais on appelle ça de la diapause. Fait que l'hiver, comme là, j'en ai fait aujourd'hui, ce matin, là, j'avais des vers que j'observais là, dans des bacs là, qu'on avait fait une expérience avec les étudiants. Puis on cassait des mottes, là. C'était des bacs qui avaient été au froid un peu, là. Puis les vers de terre étaient tous enroulés sur eux-mêmes, là. Ils se font même un nœud avec le corps, là. Puis dès que dans ma main, là, dès qu'ils se réchauffent un peu, là, ils vont repartir. Fait qu'ils ralentissent vraiment leur rythme. Ils travaillent très, très fort au printemps. Fait que dès que le sol dégèle, là, les vers, ils travaillent. Même à ce temps-ci, là, les vers, ils travaillent encore. Là. Ce soir, là, c'est une super belle soirée pour observer. En tout cas, chez nous, il ne fait pas si froid. Là. Fait que, ils travaillent. Là. Moi, j'ai déjà vu les vers travailler jusqu'au mois de décembre, là, facilement, facilement. Là. Puis ils vont ressortir au printemps, là, dès que le sol se réchauffe un peu, ils se remettent à travailler. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, Parfait. super. Merci. Merci, Hélène. Il y a Éric qui a une question aussi. Oui, en fait, j'aurais deux petites questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez parler un peu de la sensibilité là, des vers aux pesticides? Et la deuxième, c'est on parle souvent de labour, mais de labour régulier. Mais l'effet là, d'un labour, là, mettons, aux 5, 6, 7 ans là, d'une prairie sur les vers de terre versus un labour régulier, là, c'est quoi un peu les proportions là? Oui, ben c'est ça. Un labour aux 5-6 ans, là, bah, c'est sûr qu'on affecte la population, là, mais la reproduction des endogés, elle se refait quand même assez bien dans une première année. C'est sûr que ça affecte les anéciques. Je vous dirais que dans mon expérience, les labours de printemps, c'est catastrophique sur les vers de terre parce qu'imaginez qu'eux autres, ils ont cumulé de l'énergie l'automne, ils sont descendus dans leur logette. Puis là, au printemps, il y a un labour, puis là, eux autres, ils remontent, puis là, ils tombent sur une couenne, puis il faut qu'ils se refassent un tunnel. Ça arrive, là, ça arrive souvent là, comme conseiller là, qu'on arrive, qu'on casse des mottes, là, puis on voit vraiment que le ver de terre il est en train de creuser un tunnel, puis il est mort là, et puis il n'était plus capable de continuer, là, où il n'y avait pas assez d'énergie. Fait que les labours de printemps, là, c'est difficile sur les populations de verre. Puis les labours d'automne, c'est sûr qu'on a des beaux automnes chauds, là, mais plus que le labour est tard à l'automne, mais plus que les vents risquent d'avoir descendu aussi plus bas. Fait que, puis votre question sur les pesticides, en fait, j'ai entendu à un moment donné M. John Reynolds qui disait les pesticides, ça tue tout. Les vents sont quand même, puis là, je veux pas, c'est bien jasable, là. Dans le fond, les vers, ils mangent la matière morte. Fait que, tu sais, la matière morte, mais si on utilise du glyphosate, mais on tue des plantes, puis le ver de terre, lui, il mange la matière morte. Donc, tu sais, dans les systèmes de semi-direct avec du glyphosate, on peut avoir quand même des très grandes populations de vers de terre là, qui sont là. C'est un animal aussi qui a évolué très, très longtemps dans le temps. Moi, j'ai déjà lu des recherches qui disaient que le ver de terre était capable de faire éclater la molécule de l'indane. Bon, est-ce qu'il reste, il est affecté à long terme? Je ne sais pas, mais il y a quand même, c'est quand même tough, là. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut utiliser des pesticides démesurément, mais ça reste quand même un organisme vivant. Moi, j'ai un ami qui est en semi-direct avec du glyphosate, évidemment. Puis, à un moment donné, il est rentré dans un champ, puis il voyait les vers briller à la surface tellement qu'il y en avait, puis il a décidé de ne pas arroser cette fois-là parce que il disait je vais les affecter directement sur eux. Puis les vers, ils respirent par la peau, hein, donc
Ils n'ont pas de poumons. Dans le fond, je n'ai pas trop parlé d'anatomie tantôt, mais les vers, ils ont une bouche, ils n'ont pas de poumons, ils ont 5 paires de cœurs, ils n'ont pas de pattes, mais ils ont des soies pour se déplacer. Donc, c'est ça. Donc, comme ils n'ont pas de poumons, ben, c'est sûr que les pesticides directement sur eux, c'est certainement pas une bonne idée. C'est vraiment un organisme là, fascinant. Là. Je sais qu'on entend plein de belles choses sur le ver de terre, là, mais là, ça dépasse. En tout cas, moi, ça m'allume beaucoup. Là. Mais il y a Ça... beaucoup de choses que vous êtes capable d'observer. Là. Je suis sûre que peut-être que les gens en observent déjà, mais marcher un champ, là, même demain matin, là, vous allez voir des turicules à la surface, vous allez voir des amas. C'est très, très facile à observer. Des reproductions, il y en a encore à ce temps-ci aussi. Là, ce soir, ça peut être un beau soir de reproduction. Les images que je voyais de reproduction, les deux vers comme ça, c'est facile, facile à voir. Là. Fait que vous marchez votre champ tranquillement, surtout quand ils sont en reproduction, ils sont très collés. Puis plus qu'il est tard, là, il est de bonne heure un petit peu, là, mais plus qu'il est tard, il y a le 5 novembre, là, je faisais une conférence un soir chez un producteur. Puis on est sorti, il n'était pas si tard que ça, peut-être 9h30, là, puis on les voyait tous se reproduire, là, puis ils se tiennent collés ensemble. C'est fascinant de voir ça, comment ils déplacent aussi les déchets. Ils ont vraiment une succion très, très forte, là, comment ils déplacent leurs déchets. C'est des choses qui sont très faciles à voir. C'est de la belle biodiversité macroscopique qui est facile à voir. On parle beaucoup des micro-organismes, tout ça, puis sont hyper importants, les micro-organismes, mais sont plus difficiles à voir. Fait que des fois, on a de la misère à comprendre leur fonctionnement, mais le ver de terre, c'est macroscopique, donc c'est facile à observer toutes ces affaires-là. Là. C'est pas. Même en petite captivité, là, j'ai fait un projet de recherche avec des étudiants au Cégep, puis on mis des vers dans un bac Rubbermaid, puis en quelques semaines, ils faisaient déjà des tunnels, des cabanes. On était capable d'observer ça dans un petit bac. Là. Fait que, au champ, c'est très, très facile à observer. À un moment donné, on a tellement l'œil qu'à un moment donné, on en voit, puis on prend conscience de leur présence. D'ailleurs, j'ai une question concernant peut-être une initiative que j'ai vue passer sur une page Facebook, le Ver de Terre Québec. Là. Je ne sais pas si c'est vous qui chapeautiez l'initiative, là, mais on parlait là, d'un inventaire là, des espèces de vers de terre par région du Québec. Est-ce que ça te sonne une cloche? Ou... Oui, c'est ça, absolument. Mais dans le fond, ce qu'on souhaite, puis l'Estrie, le fait, moi, j'ai créé une cohorte de producteurs en Estrie, puis on a décidé de poser comme action, dans le fond, de faire identifier nos vers de terre. Donc, on a capturé, c'était super le fun, les étudiants embarqués dans mon projet. On a fait des escouades de capture de vers de terre que j'ai envoyées sur différentes fermes. Fait que les étudiants capturaient les vers de terre, puis moi, je les envoyais au laboratoire d'identification. Fait que si vous avez le goût de faire ça dans votre région, vous pouvez aller voir sur Vers de terre Québec comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de ramasser des vers de terre, les envoyer au laboratoire de M. John Reynolds qui travaille sur l'identification. Et lui, dans le fond, il charge 25 par espèce. Fait que si chez vous, vous ramassez 60 vers de terre et que vous avez 3 espèces dans votre plat, ben, il va vous charger, dans le fond, 25 par espèce. Ça va coûter 75 pour l'identification. Fait que pourquoi qu'on fait ça? En fait, ben, c'est pour pouvoir classer nos vers de terre dans les catégories que je vous ai décrites tantôt. T'sais. Fait que moi, dans le fond, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour un peu le fun au début avec des étudiants il y a 3 ans. Il était super tard, là, il y avait de la neige la fois qu'on l'avait ramassé à l'automne, puis on a envoyé ça au laboratoire. Puis quand les résultats sont venus, crème dans un champ, j'avais quand même ben, c'était 2 champs qui étaient collés, là, mais au final, j'avais 7 espèces dans une superficie mettons, 2-3 acres. Là. Puis là, il y avait des espèces que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient là. Puis là, c'est là que je me suis dit, OK, bien, il y a plus de monde qu'on pense encore dans nos sols. Fait que l'important de savoir qui qu'on a chez nous dans nos sols, mais ça nous permet de les classer dans les différentes catégories. Puis après, ben, dans le fond, les gens ils reçoivent une facture, évidemment, puis avec le résultat. Puis ensuite de ça, sur le Facebook de Vers de terre Québec,
dans la une, il y a un sondage qu'on peut aller répondre facilement là, en regardant notre facture puis en cliquant oui, cette espèce-là, je l'ai, je l'ai pas, je l'ai pas. Puis, il y a quelques questions aussi là, sur les pratiques culturelles. Est-ce que c'était en production maraîchère? En tout cas, il y a quelques petites questions comme ça. Puis en Estrie, je vais déjà avoir peut-être à peu près 25-30 résultats. Puis ce qu'on veut faire, c'est une analyse de ça, puis dire, OK, mais pourquoi, on trouve quand même des vers qui sont peu fréquents dans les échantillons. Tantôt, je voyais Philippe Roff, là, j'ai regardé l'analyse justement avant de partir la conférence de ce soir. Puis eux autres, chez eux, ils ont quand même une espèce qu'on voit peu fréquemment. Fait que pourquoi que lui, il l'a, puis que, bon, est-ce que. Fait que là, moi puis Denis Lafrance, qui avons parti vers de Terre Québec, là, on va s'asseoir en décembre, là, puis on va essayer de faire des liens. Puis, tu sais, ce qui serait le fun, ça serait que la recherche soit poussée, puis peut-être qu'un chercheur prenne la balle au bon de ça, parce qu'on n'a pas tant de données que ça ici au Québec là-dessus. Fait que, puis tu sais, moi je pense que le ver de terre, il y a aussi un impact sur le carbone, puis en tout cas, ça, on est en train de le réfléchir, mais c'est vraiment, c'est ça. Fait que dans le fond, de faire identifier nos vers de terre, on peut les associer dans une catégorie. Des fois, ben, ça peut faire un bout de chemin sur est-ce que mes pratiques agricoles sont bonnes pour les protéger, puis continuer à les observer, à les favoriser. Donc, c'est un peu ça l'objectif de départ. Fait que nous, l'Estrie, on s'est lancé là-dedans. Puis là, je sais qu'il y a d'autres producteurs aussi au Québec là, qui l'ont fait. Là. J'ai vu quand même des résultats d'ailleurs, mais on va essayer de comprendre ça. Puis vous allez sûrement en entendre un peu parler là, dans les différents événements d'agriculture, dans les peut-être cet hiver ou l'autre hiver prochain, là, dans les différentes activités qu'il y aura. Là. Super intéressant. En tout cas, c'est certain que je vais te demander la référence pour. C'est le docteur Reynolds, je pense, qui est en Oui, Ontario, c'est ça? c'est ça, Dr. John Reynolds. Puis c'est ça, Parfait. quand vous allez sur. Je vous invite à nous suivre aussi sur Vers de Terre Québec. Là, on poste là, assez régulièrement des articles, là, des choses simples, des fois un peu plus scientifiques, mais c'est super intéressant. Puis fait, à la une de Vers de Terre Québec, vous avez toute la procédure, là, comment faire. Puis, on va aussi poster des résultats là-dessus sur nos réflexions, puis on va essayer que ça soit animé un peu par tout le monde, là, voir les résultats de tout le monde là-dessus. Fait que, si jamais vous avez le goût d'en savoir plus, ou moi, je fais des soirées d'observation de vers de terre au champ, fait que je fais souvent des conférences de soir où je parle un peu de ce que j'ai parlé ce soir, mais après ça, on met nos lampes frontales, on s'en va dans le champ, puis on regarde comment l'hiver bouge, puis là, ça fait prendre conscience aux producteurs de leur importance. Est-ce Super qu'il y avait d'autres intéressant. questions? Oui, Y avait-il excuse-moi, d'autres vas-y. questions? L'autre affaire que je pourrais vous dire aussi, si jamais j'ai aussi enregistré le podcast de la Terre de chez nous il y a quelques semaines, fait que si jamais vous voulez rafraîchir votre mémoire, là, ça peut être intéressant d'écouter ça. Fait que je vais juste continuer en parlant du ver sauteur asiatique. Dans le fond, je veux juste que vous soyez alerte à ce ver-là qui est vraiment plus foncé. Vous voyez que le clitellum est vraiment plus blanc aussi. Donc, c'est un ver qu'on commence à voir au Québec et qui n'est pas souhaitable, qui est arrivé dans le fond par souvent des pots dans les jardineries, là, des pots de plantes, tout ça. Et lui, il circule vraiment à la surface du sol comme une couleuvre. Fait que si vous le voyez, je vous invite à le mettre dans un sac Ziploc et à le déclarer parce qu'on ne le veut pas, là. Il mange la matière organique très, très, très rapidement. Il débalance les sols. Il se reproduit aussi. Il laisse beaucoup, beaucoup de cocons dans le sol. Puis lui, il meurt à l'hiver, mais les cocons éclatent au printemps, éclosent au printemps. Donc, fait que c'est ça, soyez peut-être juste vigilants à ça, mais on en a vu au Nouveau-Brunswick, il y en a un petit peu au nord des États-Unis, là, donc un peu à nos frontières. Puis, fait que juste être alerte là, au ver sauteur asiatique, mais il se promène vraiment comme une couleuvre à la surface. Là, c'est pas. Il rentre. Moi, je le connais pas, honnêtement, là, mais tout ce que j'ai vu, c'est qu'il se promène à la surface vraiment, vraiment sur le sol.
Donc, en conclusion, j'espère que vous ne verrez plus jamais le ver de terre de la même façon. J'espère que vous allez marcher vos sols puis observer ça différemment. Puis, je vous invite à les faire identifier. S'il ne fait pas trop froid chez vous, c'est encore temps, dans le fond, de marcher les champs avec une fourche, se pogner un échantillon de 60-75 verres. On envoie ça soit dans un contenant, mais des fois, les frais sont un peu plus élevés, mais ça peut être aussi dans une enveloppe plate, là, fait qu'on peut mettre les vers de terre dans un sac de papier avec un peu de sol, puis on remet le sac de papier dans un sac de plastique. Euh, ou directement dans un sac de plastique, là, c'est selon, parce que quand il y a un peu de papier dedans, ça risque de les garder un petit peu plus vivant. Fait que mettre du sol qui n'est pas trop humide non plus, d'où le sac de papier, ça absorbe un peu l'humidité. Puis tu sais, on peut remettre ça dans une enveloppe à bulles bien tapée, là, s'assurer que c'est bien tapé pour pas qu'il se sauve dans un bureau de poste, malgré que la poste là, est tranquille. Mais bref, c'est ça. Donc, ça peut être très intéressant de cette recherche collective-là, de comprendre un peu plus chez nous au Québec comment que les vers se- c'est quoi leur rôle vraiment dans le sol. Fait que je vous invite à les nourrir, à prendre soin d'eux, à les observer, à être plus conscient peut-être de leur présence. Euh, Fait que moi, je pense que l'agriculture, oups, j'ai perdu mon. J'avais une autre petite vidéo finale ici. Fait que je pense qu'un sol vivant, c'est un point central d'une agriculture durable et rentable. Puis je pense que le ver de terre il a vraiment un rôle très important à jouer dans nos sols, puis qu'il faut vraiment réussir à en prendre soin collectivement, puis essayer de favoriser leur présence dans nos sols agricoles. Fait que voilà, fait que je suis disponible si vous avez des questions. Je peux répondre à vos questions là, sans problème. Là. En tout cas, avant qu'il y ait des questions, je te remercie, Hélène. Là, j'imagine que le public aussi te remercie. Là, super intéressant. Là. Moi, ça me fait vraiment voir les vers de terre sous un autre angle complètement. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, on a une experte là, vraiment avec nous. Je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement, là, si vous permettez, qu'on ait un peu d'intimité. Là.